Parmi les photos que je vous ai données, là, donc vous évoquiez Don Jackson, il y a d'autres personnes, notamment Paul Václavic, que vous évoquiez tout à l'heure. Puis il y a aussi Ronald Lenk et d'autres comme Guattari, qui sont des personnes qui vous ont, je pense, beaucoup apporté, notamment dans votre implication dans l'antipsychiatrie. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que quand quelqu'un arrivait à New York, d'Europe, et demandait qu'est-ce qui se passe en psychiatrie d'intéressant particulièrement, d'aller par El-Caïm dans le sud du Bronx. C'est comme ça que Guattari est arrivé, c'est comme ça que Jervis, qui travaillait à l'époque avec Basaglia, est arrivé, c'est comme ça que j'ai rencontré Robert Castel, ce sociologue remarquable qui a disparu récemment. Et en fin de compte, toute une série de gens qui venaient un peu s'intéresser à une ouverture en psychiatrie, David Cooper également était passé, et je l'avais rencontré là. Et j'étais devenu très ami avec Guattari, Robert Castel, Jervis. Et quand j'ai pensé à rentrer en Europe, ils m'ont proposé de créer un réseau qu'on avait appelé pompeusement Réseau Alternatif à la Psychiatrie, qui était un réseau qui unissait des groupes et des individus, pas seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Amérique du Sud, un peu partout, qui tentaient l'alternative dans le champ de la psychiatrie. Et la première rencontre qu'a créé ce réseau s'est passée à Bruxelles. C'était avec l'aide des gens de la Gerbe. Et c'est là que ce réseau s'est constitué. Avec Jacques Plumackers, entre autres. Avec Jacques Plumackers, entre autres, effectivement. Et c'est là que Guattari et moi, on a fonctionné essentiellement. Enfin, moi, j'étais le coordonnateur de ce réseau, mais Félix travaillait avec moi en bon militant. Alors, nous recevions des rapports de partout sur les alternatives qui se menaient, on photocopiait ça et on renvoyait ça à tout le monde. Quand il y avait un moment où Franco Basaglia était en difficulté, on écrivait à nos correspondants dans différents pays du monde pour qu'ils se rendent en délégation à l'ambassade d'Italie pour protester, etc. Et nous avions une rencontre annuelle. La première, c'était à Bruxelles, la seconde, je pense, était à Paris, la troisième était à Cuernavaca, au Mexique, la quatrième était à San Francisco. J'ai oublié celle de Trieste, qui était fondamentale, qui était... Trieste, c'était avant San Francisco. San Francisco, c'était après. À Trieste, on était 5000. C'était un moment très intéressant où les alizés portaient l'antipsychiatrie et où des expériences se menaient partout. Et la thérapie familiale, en fin de compte, est née en Europe dans ce contexte-là. Elle est née dans un contexte où on remettait en question le fait que le malade mental disait n'importe quoi, que le délirant disait n'importe quoi. On s'est mis à s'intéresser à la thématique délirante en se demandant dans quelle mesure est-ce que des thématiques apparemment insensées ne faisaient pas sens dans un contexte qui lui pouvait sembler insensé. Et dans ce réseau, évidemment, il y avait Cooper, Guattari, Castel, il y avait également Franco Basaglia. Franco qui me fait d'ailleurs venir à différentes reprises à Trieste pour l'aider à avoir des subsides du Parti démocrate chrétien pour son entreprise. Il a insisté pour qu'on m'appelle le secrétaire général du réseau et pas coordonnateur, qui n'était pas assez beau pour lui, parce qu'il fallait que je convainque les autorités à comment son expérience était quelque chose qui avait été très important dans différents pays. C'est un moment très intéressant, parce que dans ce moment-là, par exemple, aux États-Unis, c'était surtout les patients qui animaient ce réseau. En France, c'est à la fois des travailleurs sociaux, des travailleurs de la santé mentale, des psychiatres, mais aussi des patients. Par contre, en Italie, c'était essentiellement des travailleurs de la santé autour d'un groupe appelé Psychiatria Democratica. Et je pense d'ailleurs que ce mouvement antipsychiatrique a changé la manière dont les soins sont prodigués aujourd'hui dans différents hôpitaux et de manière générale en psychiatrie. Dans
les photos qui sont là. Il y a une photo de vous assez jeune. Une photo de Une photo de vous assez jeune où vous êtes interviewé justement par un groupe qui est animé notamment par des patients, si j'ai bien compris. Vous voyez la photo, la petite photo au-dessus, c'est au milieu, là. C'est au milieu, où vous avez encore des cheveux longs à l'époque. Oui. Et c'est animé, donc c'est une interview, si vous voulez, j'essaierai de la retrouver, où c'est un patient qui vous interpelle. Je ne me souviens plus du nom du groupe, mais c'était un groupe à Bruxelles. À Bruxelles, oui. Et qui vous posait la question notamment de savoir comment vous vous positionnez justement par rapport à la souffrance du patient, oui. dans le contexte qui était celui des hôpitaux psychiatriques fermés, durs, comme Titelka et autres, à Bruxelles notamment, et ce pour vous poser la question, enfin pour en venir à vous demander, tiens, à un moment donné, toutes ces personnes comme Leng et d'autres, Whittaker, que sais-je encore, ont redonné une place aux patients. C'est la question du respect du patient. Moi, je pense par exemple que quelqu'un comme Coubert ou comme Leng, ces deux-là, ont donné une énorme place aux patients. Les deux, d'ailleurs, eux-mêmes souffraient. Leng buvait, David aussi, Coubert aussi. Et les deux étaient des gens extrêmement sensibles qui avaient des difficultés personnelles importantes, mais qui en parlaient ouvertement, etc. Et qui avaient tous les deux un respect énorme pour le patient. D'ailleurs, c'est les travaux de Leng et Cooper dans un centre à Londres où ils avaient vu des femmes qui étaient hospitalisées et en tentant de les voir en famille, pour justement leur redonner leur humanité, montrer comment ce que ces femmes disaient faisait sens, que la thérapie familiale a pris son essor aussi en Europe. Et je pense que toutes les personnes qui ont été actives dans la psychiatrie avaient un énorme respect du patient. Et en même temps, pour eux, c'était une lutte politique. C'était une lutte politique parce que ils disaient en gros ceci, que le patient était en première ligne. Le patient en santé mentale est en première ligne. Si on ne défendait pas, il y aurait une deuxième ligne, puis une troisième ligne, et puis eux seraient la quatrième ligne. C'est la phrase de Brecht. Vous savez, cette phrase qui est, quand ils ont arrêté celui-là, je me dis, oui, celui-là, mais moi, ça ne me touche pas. Puis ils ont arrêté celui-là, mais moi, ça ne me touche pas. Puis ils ont arrêté celui-là, moi, ça ne me touche pas. Puis moi, j'étais le dernier, j'étais touché. On avait aussi cette vision politique qui était que nous devons nous battre pour les droits, à la fois des malades mentaux, à la fois des homosexuels, à la fois des femmes, à la fois des enfants, et que ces combats sont fondamentaux aussi pour nous. Pas seulement parce que nous sommes responsables des autres, les Vinas, mais aussi parce que si nous ne nous battons pas, là, nous finirons par être seuls face à la difficulté. C'est intéressant d'ailleurs, parce que le fait qu'il y ait eu des périodes d'ouverture, de richesse, suivies par des périodes d'intolérance, quelque chose qui donne raison à Lévinas contre Hegel. Comme vous savez, Hegel était un philosophe qui insistait sur le fait que l'histoire est chronologique et logique. Donc pour lui, la raison se réalisait au cœur de l'histoire. Aujourd'hui est plus logique qu'hier et moins logique que demain. Un peu comme ces petits bijoux que les gens offrent à leurs femmes, je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. Pour Hegel, c'était comme ça, aujourd'hui plus rationnel qu'hier et moins que demain. Lévinas croyait absolument pas en ça, et que le progrès technologique n'a rien à faire avec le progrès éthique. Et évidemment, Lévinas a perdu une grande partie de sa famille pendant la Dernière Guerre mondiale, avec les persécutions contre les Juifs menées par les nazis, etc. Donc c'est aussi intéressant de voir que malheureusement, l'évolution est une évolution qui fait qu'on ne va pas forcément toujours dans le sens d'une plus grande raison ou d'une plus grande tolérance ou d'une plus grande ouverture. Ça s'est passé en Allemagne, dans un pays extrêmement cultivé,
Ça s'est passé aussi en Espagne et au Maroc à un moment donné, quand il y avait les Almohades qui dirigeaient. Et puis ensuite, ça va mieux. Mais c'est intéressant tout de même de voir que cette exigence éthique est importante pour nous et qu'on ne peut pas se retrancher derrière ce que l'État nous demande ou ce que la raison dominante demande comme quelque chose qui va de soi ou quelque chose qui est dans le sens de l'histoire.